Jean-Robert Pitt, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes géographe et vous publiez cet atlas gastronomique de la France chez Armand Collin. Vous nous proposez un tour de France des traditions gastronomiques. Alors, on est obligé de commencer avec cette tradition de Noël que j'ai connue personnellement en Provence. Ce sont les fameux 13 desserts. Alors, on va voir une table, là, voilà, avec les 13 desserts. D'où vient cette tradition? Pourquoi 13? Alors, c'est une tradition qui est liée à la religion chrétienne, bien entendu. Donc, c'est le Christ et ses 12 apôtres, même si le repas le plus célèbre est la scène qui se déroule à Pâques. Mais en Provence, on a conservé cette tradition de servir autant de desserts que d'apôtres et plus Jésus. Alors, donc, il y a des raisins secs, des poires... Oui, de il y a pompe à huile. de la pompe à huile. Il faut la réussir, la pompe à huile, hein, parce que rater... Ça peut être assez lourd, mais ça peut être magnifique. Il y a les calissons, bien entendu, toutes sortes de fruits confits. Il y a beaucoup de choses magnifiques. La pompe à huile. Le nougat. La pompe à huile, juste parce que moi, ça m'a traumatisé quand j'étais petit. C'est un gâteau fait avec de l'huile d'olive, c'est ça? Avec de l'huile d'olive, c'est si ça. c'est mal fait, ça reste le goût de l'huile d'olive. Ah, mais l'huile d'olive, c'est tellement merveilleux. Ça permet ça glisse aussi. Hein. Autre grande tradition de Noël, c'est le foie gras. Alors, j'ai appris en lisant votre livre que le foie gras, ça remonte aux Égyptiens. Alors, l'origine du foie gras, c'est les Égyptiens, puis après les Romains, mais c'est vrai que les Égyptiens élevaient des oies et qu'ils... Cruellement. Comment élevaient-ils? Ils leur clouaient les palmes sur des planches et ils les mettaient dans le noir pour qu'elles mangent davantage. Avec quoi les Alors, on les nourrissait probablement en Égypte avec des dattes et après les Romains avec des figues. Et ces figues, ont donné le nom au foie, puisque foie vient du latin ficatum, c'est-à-dire de la figue. Et c'est ce qui est le foie. Le mot foie, notre foie, vient du foie des oies. Ah, oui. Oui. C'est bien plus tard, évidemment. Alors après, tout ça se perd. Pendant le Moyen-Âge et l'époque moderne, ça se perd. Et ça revient avec le maïs qui arrive donc au XVIe, XVIIe siècle. Des États-Unis. En France, pas des États-Unis, enfin, du Mexique, d'Amérique, voilà. C'est ça. Et il y a quand même aussi un lien très fort avec les communautés juives qui ne pouvaient pas manger de porc. Et donc en Europe centrale, par exemple, entre l'Alsace et la Hongrie, où il y a une grande tradition d'élevage des oies dans les communautés juives, dans les shtetl, on avait du foie gras de temps en temps parce que les oies ont tendance à engraisser leur foie à l'automne pour se préparer à la grande migration. Alors Jean-Robert Pitt, on va pas parler de la guerre des religions, mais de la guerre des régions, parce que vous avez parlé du foie gras alsacien, mais il y a le foie gras du sud-ouest. Et il y a des tas d'exemples comme ça dans votre livre. Il y a le cassoulet de Castelnaudary, de Carcassonne. Ou de Toulouse. Il y a les rillettes du Mans ou les rillettes de Tours. Chaque région comme ça. Qui sont très différentes les unes des autres. Alors racontez, par exemple. Les rillettes de Tours sont beaucoup moins grasses que celles du Mans. Mais un manceau ne dira jamais que la rillette de Tours est meilleure. Donc le cassoulet, c'est une question. Alors, est-ce qu'on met de la saucisse? Est-ce qu'on n'en met pas? Est-ce qu'on met de la tomate? Est-ce qu'on n'en met pas? Est-ce qu'on met de l'ail? Est-ce qu'on n'en met pas? Est-ce qu'on met de la viande salée ou de la viande de confit? Enfin, il y a des variantes et c'est une véritable guerre. Mais vous avez ça pour les andouillettes aussi. Et même, y compris dans des villes. Par exemple, à Vire, en Normandie, il y a la véritable andouille de Vire, l'authentique andouille de Vire, l'absolument véridique andouille de Vire. Tous les charcutiers se battent entre eux. Alors, retour en Alsace, où il y a des traditions culinaires très ancrées. Hein. Il y a évidemment la choucroute, et il y a, alors je ne sais pas très bien le prononcer, comment on dit, le Beckhof. Alors, la choucroute, pourquoi le chou était particulièrement populaire en Alsace? C'est pas seulement l'Alsace, ça part de la ligne bleue des Vosges et ça va jusqu'à la Chine et au Japon. C'est-à-dire que dans tous ces pays continentaux du continent eurasiatique où les hivers sont très froids, on n'a pas de source de vitamines en hiver. Et la seule source de vitamines, c'est le chou qui est prêt à être récolté à l'automne. On le hache, on le met en saumure, on le fait fermenter et ça existe dans toutes les cuisines, dans le borsch, bien entendu, sauerkraut, la choucroute, c'est les pays germaniques. Après, c'est le borsch et vous avez donc en Chine, en Mongolie, au Japon, du chou fermenté dans du sel. Et ça peut se conserver dans des tonneaux pendant plusieurs mois. D'où cette fermentation. Et plus vous attendez, plus il est fort, fermenté, un peu piquant. Donc la choucroute d'automne, du mois de novembre, n'a pas le même goût que la choucroute du printemps. Vous dites même qu'on peut laver ce chou pour... Au printemps, il vaut mieux la laver parce que ça devient un peu fort. Mais il y a des gens qui aiment ça comme ça. Hein. Alors le Beckhof aussi, autre plat qui a une histoire. Le Beckhof, c'est un... Alors racontez-nous. C'est un... On va voir la petite appeler photo. ça un ragoût. Il y a 3 viandes dedans. C'est une terrine dans laquelle... alors c'est un plat relativement récent puisqu'il y a des pommes de terre. Donc la pomme de terre n'arrive qu'au XVIIIe, XIXe siècle. Et dans lequel on alterne des couches de pommes de terre et de viandes différentes dans lesquelles il y a du porc, il y a de l'agneau, il y a du bœuf, il peut y avoir éventuellement d'autres viandes. Et on les alterne. Et on a des oignons,
des fines herbes, enfin du thym, du laurier, etc., et du vin blanc. On pas lutte avec 2 thés, un seul thé, donc on met une bande de pain autour de la terrine pour l'obturer. C'est le boulanger qui faisait ça, parce que les familles portaient ça le dimanche matin avant d'aller à la messe chez le boulanger, et le boulanger qui avait fait son pain, le four était en train de baisser de température, on laissait ça pendant 3-4 heures, et avant de se mettre à table, on allait chercher le Bekerhof, qui a sans doute aussi des origines liées au judaïsme, puisque c'est le cholan un peu des Juifs qui faisaient la cuisine le vendredi avant le coucher du soleil, avant le Shabbat, et qui gardait des plats tièdes pour le samedi. Et donc le Bekerhof se garde très longtemps. Comme c'est une terrine très grosse, il garde sa température pendant très très longtemps. Alors, on est obligé de parler des fromages. Et en matière de fromage, il y a le symbole de la France, dites-vous, c'est le camembert de Normandie. Popularisé d'ailleurs, c'était Napoléon III qui a Alors, adoré. Il y a toutes sortes de légendes sur le Napoléon III, Thomas Penel, Marie Harel, etc. En fait, il se faisait livrer par train, Napoléon III. Ce fromage à pâte molle, et qui par conséquent ne se conserve pas très 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 longtemps, ne pouvait pas être vendu à Paris avant le chemin de fer. Donc c'est le chemin de fer qui a popularisé, qui a permis à la Normandie, qui se consacrait de plus en plus à l'élevage, de fabriquer de plus en plus de ces fromages, de planter des peupliers pour faire des boîtes en bois aussi, et d'expédier ces fromages vers Paris, où il devient très populaire, mais avec un événement majeur qui augmente sa popularité, ce sont les commandes de la Première Guerre mondiale, où tous les Français qui se retrouvent dans les tranchées de Verdun mangent du camembert, parce que l'armée commande énormément de camembert, comme d'autres, comme le vin rouge. Les Bretons et les gens du Nord ne buvaient pas de vin rouge, c'est dans les tranchées, comme les sardines à l'huile, comme le saucisson. Le saucisson est un plat que la Première Guerre mondiale a considérablement popularisé, parce que les poilus qui venaient d'Auvergne recevaient des colis de leur famille dans laquelle il y avait des saucissons, et c'est facile de partager une rondelle de saucisson avec un copain dans la tranchée. Juste un mot sur les camemberts. Il y a toute une polémique sur le vrai camembert. C'est celui qui est fabriqué en Normandie, ou c'est le camembert de Normandie ? Alors, le vrai camembert, c'est le camembert de Normandie, appellation d'origine contrôlée, et le meilleur est évidemment au lait cru. Voilà, donc camembert de Normandie. Voilà. Alors, la gastronomie, on se rend compte à 2000 ans d'histoire, et on s'est rendu compte que pendant les 3/4 du temps, enfin, le couvert est arrivé très tard. Hein. La fourchette, elle nous vient d'Italie au XVIe siècle. Elle vient probablement de l'Empire byzantin. Oui, mais elle est arrivée en France. Alors, en France, elle arrive avec Henri III. Mais après Henri III, il y a Henri IV, il y a Louis XIII, il y a Louis XIV qui mangent beaucoup avec leurs doigts. Voilà, comment mangeait-on avant ? Avec ses doigts. On mangeait avec ses doigts, et on mangeait. Alors, soit on prenait directement dans le plat, il y avait beaucoup de plats sur la table, on prenait ce qu'on voulait, mais on avait en général, et ça on voit ça dans les gravures du Moyen-Âge, enfin dans les miniatures, on avait une espèce de plateau en plomb ou en argent, si on était très riche, et on posait une tranche de pain dessus, et on posait la nourriture sur la tranche de pain. Cette tranche de pain s'appelle le tranchoir. Et de même qu'on mettait ce pain dans la soupe, ou plutôt on versait la soupe dessus. En fait, il n'y avait pas d'assiette, on mangeait sur le pain. La soupe, vous savez, le mot soupe, c'est la tranche de pain. Ouais. Quand vous connaissez cette expression, peut-être, trempe ta soupe. Trempe ta soupe, ça veut dire mets du bouillon sur la tranche de pain. Et c'est ce qui va donner ensuite cette façon de manger, donc de mettre sur du pain, les petits fours, les canapés, les tapas. Oui, mais en fait, c'est une tradition médiévale qui a surtout survécu dans les pays autour de la France, avec les crostini, le hamburger, les sandwichs, donc tous ces plats qui se mangent avec les doigts. Dans les pays en France, il y en a pas beaucoup. Le pain, on se rend compte, donc, qui a longtemps été la base de notre alimentation. Au début du XXe siècle, on en mangeait encore entre 900 grammes et 1 kilo. Voilà. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, c'est donc 6 fois plus. Et alors le pain, on parle des 365 fromages, mais alors voilà, on a mis la carte de France des pains. Il y en a presque autant, là. Oui, encore, elle n'est pas complète, parce qu'il y a de plus en plus aussi de boulangers qui font des pains spéciaux, qui inventent leur forme de pain, leur composition de pâte. Donc c'est un monde foisonnant. Voilà un élément où on voit très bien que la modernisation, la mondialisation ne tue pas la diversité. Au contraire, elle la renforce. Et bien voilà, toutes ces traditions passées en revue, donc on n'a pas pu toutes les faire, puisqu'il y a énormément de plats décrits là-dedans. L'Atlas gastronomique de la France. Il y a les recettes aussi. Armand Collin. Oui, on peut refaire des tas de civets, etc. D'antan. Géographe, donc merci beaucoup Jean-Robert Pitt, et c'est chez Armand Collin. Merci à vous. Vous restez avec nous, tout de suite, c'est dans l'air.